L'un des projets sur lesquels j'ai travaillé au cours de ma thèse en économie était un projet en Ouganda qui avait trait aux achats de vote. Les achats de vote sont un phénomène extrêmement courant là-bas. C'est une pratique par laquelle les hommes politiques, les candidats et les candidates donnent de l'argent aux électeurs en échange d'une promesse de vote en leur faveur. Ces achats de vote, ils ont des vraies conséquences économiques, au-delà même des conséquences bien sûr pour la vie électorale et pour la vie démocratique. En termes purement économiques, c'est très simple. L'argent des achats de vote doit venir de quelque part. Et le plus souvent, il vient soit de la poche des candidats, soit des fonds publics qui sont détournés de leur objectif initial pour financer ces transactions. D'abord, cela veut dire que seulement un certain type de candidat peut se permettre de postuler à des fonctions électives, des candidats qui ont accès à ce type de ressources, soit de manière privée, soit par l'intermédiaire de leur position. Et puis bien sûr, tous les fonds publics qui sont utilisés pour les achats de vote, eh bien, ce sont des fonds qui ne seront plus là pour financer des biens publics, des écoles, des cliniques, des dispensaires, tout ce dont les électeurs, bien sûr, auraient besoin à plus long terme après l'élection. Notre étude portait notamment sur l'évaluation d'une campagne de terrain qu'on a menée en partenariat avec une coalition d'acteurs de la société civile pour tenter d'expliquer et de convaincre les électeurs que ces électeurs étaient libres de choisir, d'abord de refuser ces offres, ces transactions, et puis aussi de choisir librement les candidats ou les candidates pour lesquels ils souhaitaient voter. Nous, ce qu'on a trouvé dans le cadre de cette étude, c'est que l'effet sur les achats de vote eux-mêmes a été assez limité. En revanche, ce qu'on trouve, c'est que le comportement électoral, le comportement des électeurs a vraiment changé après cette campagne. Et ce qu'on observe notamment, c'est un déplacement des voix au profit des challengers, les candidats d'opposition. Comment ça marche les achats de vote en pratique? Très souvent, les candidats et les candidates vont chercher des électeurs dont ils savent que eh bien, ces électeurs rembourseront, entre guillemets, cet achat avec un vote une fois dans l'isoloir. Nous, ce qu'on observe en Ouganda, c'est que la campagne de porte-à-porte et le fait de comprendre les conséquences économiques négatives de ces transactions conduit les électeurs à rompre ce lien de réciprocité. Ça veut dire qu'en pratique, les électeurs acceptent toujours des cadeaux, mais ces électeurs ont une probabilité plus forte d'aller voter pour d'autres candidats dans ces mêmes élections, ce qui veut dire que ce lien de réciprocité « j'accepte un cadeau et je vote pour cette personne » a été amoindri ou affaibli au cours de cette campagne. Donc l'étude de ces mécanismes nous permet de savoir comment une campagne de ce type, visant à convaincre les électeurs de renoncer aux achats de vote, pourrait se passer dans un autre contexte, ailleurs en Afrique, ou dans des pays d'Amérique latine ou en Inde, où les achats de vote sont également très fréquents. Dans ma recherche, de manière générale, une des questions que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi on observe très peu d'entreprises de taille moyenne dans les pays en voie de développement. On observe beaucoup de petites entreprises et de grandes entreprises. Pourquoi est-ce que les petites entreprises n'arrivent pas à grossir pour devenir des entreprises de taille moyenne? On a utilisé une expérience aléatoire pour comprendre si les petites entreprises faisaient face à des informations de friction qui les empêchaient de devenir des entreprises de taille moyenne. Alors, la méthode d'expérimentation aléatoire, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup en économie du développement international, qui nous permet de mesurer l'impact causal d'un projet. Elle nous permet, en ayant un groupe de traitement et un groupe de contrôle, de comparer ce qui se serait passé si le groupe de traitement n'avait pas eu accès au projet. Ces mesures d'impact, elles sont utiles pour effectivement convaincre les donateurs, c'est-à-dire les financeurs de ces projets, de comprendre l'impact qu'ils ont dans leur projet. Donc par exemple, les gouvernements vont essayer de comprendre quel est l'impact de leur politique publique sur les individus qui font partie de ces politiques publiques. Les ONG, par ailleurs également, vont essayer de comprendre quel est l'impact de leurs actions sur les individus qui font partie de ces projets. On a pris un groupe de 2000 entreprises qui ont été préalablement choisies. Et ces 2000 entreprises qui potentiellement pouvaient bénéficier du projet qu'on essayait d'évaluer, on les a divisées entre un groupe de traitement et un groupe de contrôle. Le groupe de traitement, on leur a proposé de prendre partie à une formation qui était proposée par une ONG locale. Cette formation, elle leur donne des informations sur comment accéder à des nouveaux contrats. Le groupe de contrôle, lui, n'était pas encouragé à le faire. La comparaison du groupe de traitement et du groupe de contrôle
nous permet de comprendre quel est l'effet causal de donner des informations à ces entreprises. En particulier, on observe que 25% de ces entreprises bénéficient effectivement de cette information et vont avoir accès à de nouveaux contrats. Des contrats qui sont proposés par le gouvernement ou par des grandes institutions internationales. Ces entreprises, 1 an plus tard, elles gagnent plus de contrats, elles gagnent des contrats de plus grande taille. 2 ans plus tard, elles ont aussi un plus grand nombre d'employés et elles sont plus à même de survivre en tant qu'entreprise. Sciences Po.